Salut! Moi, c'est Geneviève Lamoureux. Je suis une adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast, je reçois Jean-Sébastien Bérubé, qui est un adulte qui bégait et auteur de bande dessinée. On parle ensemble de son enfance et de son adolescence avec le bégaiement, notamment de l'intimidation, des préjugés et de ce que Jean-Sébastien appelle la bégophobie internalisée. On discute aussi de ses 2 bandes dessinées autobiographiques, Comment je ne suis pas devenu moine et Vers la tempête, où il a inclus son propre bégaiement puisqu'il en est le personnage principal. Notre discussion nous emmène jusqu'au Tibet, où Jean-Sébastien a de surprenantes histoires à nous partager en lien avec sa différence de parole. Finalement, on parle de son projet de bande dessinée sur le bégaiement qu'on a très hâte de lire. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Je suis un podcast. On reçoit aujourd'hui Jean-Sébastien Bérubé, qui est un auteur de bande dessinée qui bégait. Salut Jean-Sébastien. Salut Geneviève, hey, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là, surtout que, tu sais, le podcast, je suis un podcast, je l'écoute depuis le début, puis là, je suis comme excité que, ça soit moi qui soit dans cet épisode, donc merci beaucoup, je suis vraiment content d'être là. C'est vraiment nous qui sommes contents et honorés de ta présence parce que tu es une personnalité publique qui est connue. On peut t'entendre dans des entrevues dans des grands médias comme à Radio-Canada. Donc, c'est vraiment nous qui sommes contents. Puis pas juste parce que tu es connue, là, mais parce que tu es une personne qu'on apprécie beaucoup. Avant de te présenter plus officiellement, j'aimerais préciser que pour cet épisode, je vais animer seule parce que ma co-animatrice, qui est Judith Labonté, ne peut être présente puisqu'elle est en congé de maternité. C'est une expression que j'aime pas beaucoup parce que ce n'est pas un congé, je pense. Fait que je vais dire plutôt qu'elle est en maternité. Donc, comme je vous disais tantôt, on est aujourd'hui avec Jean-Sébastien Bérubé. Donc, tu es un auteur de bande dessinée et tu bégais. On s'est connus à l'ABC. Tu as découvert notre association le 22 octobre 2020 lors du lancement de Je suis un podcast. Depuis ce temps-là, tu participes à nos rencontres de soutien et on s'est rapidement liés d'amitié. Comme auteur de bande dessinée, tu t'es fait connaître grâce à une série de 4 BD qui portent sur Pierre Esprit Radisson, qui est un personnage historique du Québec. Puis, tu es aussi auteur de 2 bandes dessinées qui sont autobiographiques, qui s'intitulent « Comment je ne suis pas devenu moine » et « Vers la tempête » qui est sorti en mars 2021, donc en mars passé. Et ces temps-ci, tu es un peu partout dans les médias pour parler de Vers la tempête. Dans Comment je ne suis pas devenu moine, on te suit dans ton voyage au Tibet alors que tu étais dans la vingtaine et que tu vivais une immersion dans la vie de moine bouddhiste. Et Vers la tempête, ça raconte ton retour au Québec suite à ce voyage-là. Et on voit ta passion pour le karaté, la relation particulière que tu avais avec ton entraîneur, et on est témoin aussi des difficultés dans ta famille. Comme ces 2 bandes dessinées-là sont autobiographiques, tu as choisi d'inclure le bégaiement dans ton personnage. Donc, on peut lire que tu bégais dans les phylactères, ce qui est très, très chouette parce que ça normalise le bégaiement, je trouve. Et tu travailles aussi maintenant sur une bande dessinée qui va porter sur le bégaiement. On a très hâte de te lire. Donc, avant qu'on plonge plus dans ton univers de BDiste, j'aimerais qu'on parle de ton enfance pour apprendre à te connaître. Donc, je sais que tu as grandi à Rimouski dans les années 80. Comment ça s'est passé pour toi, enfant, de grandir avec le bégaiement? Enfant, grandir avec le bégaiement,
Tu sais, honnêtement, c'était une période difficile pour moi et d'incompréhension parce que, bon, tu sais, je suis né comme ça, dans le sens que moi, j'ai pas de souvenir de est-ce que je bégayais pas avant, puis est-ce que j'ai commencé à bégayer à un certain âge. J'ai pas de souvenir de ça. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai toujours été comme ça. Ma mère, elle, a dit que j'ai commencé à bégayer à l'âge de 5 ans, mais comme je disais, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais que quand j'ai commencé à aller à l'école, ben, les enfants à l'école, certains intimidateurs là, se moquaient de moi, de mon bégaiement. Puis donc, ça me causait des problèmes. Tu sais, dans la socialisation là, à l'école, pis tout ça, ça me causait beaucoup de problèmes d'intimidation, de moquerie, puis d'humiliation parce que je bégaye. Puis mes parents m'avaient envoyé consulter des orthophonistes à l'hôpital de Rimouski. Puis ben ça fonctionnait pas. Les orthophonistes à l'hôpital de Rimouski, ils me faisaient parler avec des petits élastiques sur le bout de la langue, puis avec des biscuits dans la bouche. Même à cet âge-là, tu sais, je me rappelle plus quel âge que j'avais quand j'allais chez les orthophonistes à l'hôpital de Rimouski, mais je devais avoir 7 ans peut-être, là, 7-8 ans. Mais tu vois, déjà à cet âge-là, je savais que ça marchait pas. Parce ben, que, ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser que les petits élastiques puis la nourriture dans la bouche, de mes humbles connaissances comme futur orthophoniste, c'est des trucs qu'on utilise pour la déglutition atypique. Fait que quand les enfants avalent pas de la bonne façon, si on veut, puis là, il y a des risques qui poussent sur leurs dents ou des choses comme ça. Je trouve ça drôle qu'en bégaiement, c'est ce qu'elle est utilisée. Parce que je sais pas si dans les années 80 c'était utilisé, là, j'étais pas née, mais... ouais, donc c'est un peu étrange, effectivement. Ouais, il y avait ça, il y avait les orthophonistes avec des techniques douteuses, puis il y avait les psychologues. Ma mère, elle m'avait envoyé au service de psychiatrie infantile et juvénile. Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce que, tu sais, j'ai grandi dans une famille avec des problèmes, en fait, là. Tu sais, je veux dire, au-delà du bégaiement, tu sais, moi, Jean-Sébastien, j'ai mon bégaiement que j'ai dû dealer avec ça toute ma vie, mais il y a aussi le fait que parallèlement à ça, j'ai grandi dans une famille avec des problèmes puis avec des drames, ce dont je parle dans ma bande dessinée Vers la tempête, justement, tu sais. Puis donc, à 9 ans, j'allais voir des psychologues, puis... Mais tu sais... quand j'étais enfant, là, tu sais, toute mon école primaire, surtout à l'âge de 10 ans, j'étais tout le temps en dépression. Tu sais, il y a le fait que, bon, j'avais pas des bonnes notes à l'école parce que j'aimais pas ça, puis je voulais pas aller à l'école. Je disais, les gens se moquaient de moi, j'étais stressé, j'étais anxieux, j'étais dans la peur tout le temps, je vivais dans la peur tout le temps, tu sais. Puis c'était tout le temps des confrontations, tu sais, avec les bums de l'école, là, les voyous qui m'intimidaient. Le fait est que, parce que je bégaye puis que je me faisais intimider à l'école à cause de ça, ben, j'arrivais pas à répondre, à me défendre verbalement. Ça fait que ça arrivait souvent que je répondais avec mes poings puis que je me retrouvais à me battre dans la cour d'école. Puis évidemment, quand je me battais,
on m'envoyait dans le bureau du directeur, puis j'étais puni, tu sais. Évidemment. puis ça fait que, tu sais, c'était soit j'avais peur, puis je fuyais, puis j'évitais toutes les situations de la vie, tu sais, ou soit je me battais, fait que c'était un ou l'autre, tu sais. En général, là, quand les gars qui m'intimidaient, ils étaient plus grands puis plus gros que moi, en général, je fuyais dans ce temps-là, tu sais. Puis je me battais juste quand je pensais que j'avais une chance contre les gars de ma grandeur, disons. Mais c'était une époque difficile. C'était une époque où j'étais pas heureux. Je me considérais pas comme un enfant heureux. J'avais beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de peur, parce que les gens, ils comprenaient pas. Les gens, ils voulaient que j'arrête de bégayer, puis ils comprenaient pas qu'est-ce que j'avais, tu sais. Tu sais, là, les psychologues, puis les professeurs à l'école, puis ma mère, mon père, tout le monde essayait de comprendre puis de régler mon problème, tu sais. Puis tout ce qu'ils faisaient, il y a rien qui fonctionnait. Tu sais, si, disons, là, je pense à ma mère puis à mon père. Ben, ma mère, elle pleurait tout le temps. Quand j'étais enfant, là, ben, elle pleurait souvent ou elle se fâchait parce que elle avait peur que je réussisse pas dans la vie. Tu sais, elle pensait que je réussirais pas dans la vie. Ça fait que, tu sais, elle pleurait, puis soit elle pleurait ou soit elle se fâchait, surtout quand j'avais pas des bonnes notes à l'école, tu sais. Puis mon père, lui, c'était quelqu'un de très sévère, rigide et autoritaire. Puis mon père, qu'à chaque fois que je bégayais, à chaque fois qu'il me parlait puis que je répondais à mon père puis que je bégayais, il devenait rouge de colère, là. Juste, tu sais, il disait rien, mais juste son regard, tu sais, ou des fois, il perdait patience, puis il me disait des phrases du genre, bon, tu vas te dire qu'est-ce que tu veux dire, là? Ouf, ouais. Tu sais, fait que c'était tout... Ouais. Ça me fait penser, dans le documentaire sur le bégaiement When I Stutter, quand je bégais, on va mettre un lien dans la description de notre épisode. Il y a quelqu'un qui raconte dans le documentaire que au souper familiaux, quand il bégayait, son père le giflait. Mm-hmm. Puis là, je me disais, mon Dieu, voir que des gens réagissent comme ça quand leur enfant bégait, puis de plus en plus, j'entends des témoignages de ce genre-là, puis c'est un peu ce que tu racontes maintenant, là, que ton père était comme fâché contre toi, mais pour quelque chose que tu contrôlais pas, qui n'était pas ta faute, c'est... Ouais, je compatis à ton expérience. C'est ça. Puis, tu sais, je l'ai vu, le documentaire dont tu parles, puis, tu sais, je sais de quoi tu parles, là, quand tu parles du documentaire, parce que je l'ai vu, puis... tu sais, il y a bien des témoignages dans ce documentaire-là que moi, je peux me reconnaître dans ces témoignages-là, tu sais. C'est sûr que enfant, j'étais toujours terrorisé. Tu sais, je pense le mot pour décrire comment je me sentais enfant, c'est que j'étais terrorisé. Par tout, tu sais, par mon, tu sais, j'étais terrorisé par mon père, par l'école, par les intimidateurs, par, tu sais, puis par mon propre bégaiement, tu sais, mon propre bégaiement me terrorisait parce que j'avais tout le temps peur de bégayer, parce que si je bégayais, ben je le savais que j'étais dans le trouble. Que j'allais être dans le trouble. C'est mon bégaiement me mettait dans le trouble. Puis là, c'est
c'est ultra anxiogène puis angoissant. Puis tu vois, tout ce que j'ai appris enfant, aujourd'hui, j'ai 42 ans, puis je me rends compte que tout ça, c'est à déconstruire. Je me rends compte que des fois, j'ai encore ces peurs-là, tu sais. Tu sais, comme, je sais pas, moi, comme, ce matin, là, j'appelle pour prendre rendez-vous chez le médecin, puis je parle avec la réceptionniste au téléphone, puis que là, je me mets à avoir peur de bégayer. Ben là, c'est comme si je retournais dans mon enfance. La terreur de... si je bégaye, je vais être dans le trouble. Alors qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, ben, si je bégaye, puis, tu sais, je veux dire, tu sais, le bégaiement ne me met plus dans le trouble comme il pouvait me mettre quand j'étais enfant, tu sais. Genre que je me ferais pas, tu sais, aujourd'hui, là, à l'âge adulte, là, je me ferais pas frapper parce que je bégaye, là, tu sais. Mm-hmm. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Quand on est enfant, on enregistre beaucoup de choses, puis ta réaction d'être terrorisé, c'est une réaction qui est normale, parce que de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est que tu bégayais, ton père avait l'air fâché, ta mère était déçue, dans le fond, triste que son enfant parle pas comme tout le monde, avait des craintes, à l'école, on t'intimidait. Puis ce que t'as dit tantôt, c'était super beau, là, que ton propre bégaiement, ça te terrorisait aussi. Ben, c'était pas beau dans le sens que c'est positif, mais je trouve que c'était extrêmement bien dit, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'était pas ta faute, c'était pas quelque chose que tu contrôlais. Fait que c'est sûr que ça fait peur, là. Puis on se sent mal de décevoir les autres. Mais je pense que comme enfant, on veut beaucoup plaire aussi. Ouais. Là, de savoir que cette partie-là de toi, que tu peux pas changer, plaît pas, puis déçoit, ça doit être une expérience très difficile. Mm. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle m'avait raconté l'histoire de Démosthène. Démosthène qui était un grand orateur grec dans l'Antiquité, puis qui bégayait supposément, puis ma grand-mère, elle m'avait raconté cette histoire-là, puis elle m'avait dit que lui, Démosthène, il se pratiquait à parler avec des cailloux dans la bouche, là, puis il avait arrêté de bégayer comme ça. Puis quand ma grand-mère, elle me racontait ça, je m'imaginais aller chercher des cailloux dans la rue, puis les mettre dans ma bouche, puis ça me tentait pas de faire ça. J'avais pas envie de faire ça parce que les cailloux, c'est dur, c'est sale, tu sais, puis j'avais pas envie de me mettre des cailloux dans la bouche, tu sais. Hey, c'est vraiment drôle. Dans le livre Bégayer, c'est cool. Je vais mettre un lien dans la description aussi. Il y a une bande dessinée courte, là, sur... Dans le fond, c'est le personnage Frankie Benky qui se fait dire par une jeune fille « Ah, tu savais que si tu mets des cailloux dans ta bouche, tu ne bégayeras plus » ou quelque chose de ce genre-là. Puis là, Frankie Benky essaye de parler avec des cailloux dans sa bouche, puis ça fonctionne pas, fait qu'il fait juste recracher le caillou sur la fille, puis il s'en va. Fait que je pense que l'histoire de Démosthène et des cailloux, t'es pas la seule personne bègue qui s'est fait dire ça. Non, je pense que c'est assez connu comme histoire. Pour revenir à ton talent pour la bande dessinée, tu m'as déjà dit que dessiner des bandes dessinées, c'était comme un refuge pour toi. À quel âge est-ce que tu as commencé à en faire? Puis est-ce que ça t'a aidé dans cette période de ta vie? Ouais, j'ai commencé à dessiner très, très jeune parce que le dessin, c'est mon père qui m'a initié au dessin. Mon père, il faisait de la peinture, puis il dessinait dans ses temps libres, là. Il faisait pas ça comme travail, là. Il faisait ça comme loisir. Puis, dans le sous-sol, chez mes grands-parents, il y avait mon père, il avait peint des personnages de Walt Disney sur les murs, mais directement sur les murs. Puis c'était très, très bien fait. Puis, il
initié au dessin là, à l'âge de 4 ans, 5 ans peut-être. Puis dans le sous-sol chez mes grands-parents, il y avait les bandes dessinées de Tintin et d'Astérix. Ils les avaient toutes. Puis c'est comme ça que j'ai découvert la bande dessinée. C'est vraiment dans le sous-sol chez mes grands-parents, tu sais, que j'ai découvert la bande dessinée. Puis j'ai commencé à dessiner. Il y avait aussi les jeux vidéo, là, comme le Nintendo était arrivé avec Zelda puis Super Mario Bros. Puis j'étais vraiment fasciné par ça, puis par les dessins, les graphiques de ça. Puis donc tout ce qui était bande dessinée, dessins animés, jeux vidéo, les dessins animés à la télévision, là, il y avait les Trois Mousquetaires que j'adorais, puis il y avait tu sais, toutes les Transformers, G.I. Joe pis tout ça, là. Puis j'étais vraiment un gros fan de ça. Puis c'est vrai que je me suis réfugié dans cet univers-là, tu sais. Je me suis réfugié dans le dessin puis dans la bande dessinée. Puis la bande dessinée, à cette époque, très jeune, là, la bande dessinée m'est apparue comme un moyen d'expression qui était le fun, là, à cause de, tu sais, des dessins, puis bon. Fait que là, moi, j'aimais dessiner, puis là, la bande dessinée, ça raconte des histoires, puis là, j'ai vu que, tu sais, qu'on pouvait raconter des choses avec la bande dessinée. Ça fait que là, c'est là que je me suis mis à faire mes propres bandes dessinées, mais tu sais, je sais pas, là, j'avais 10 ans ou 12 ans, mais quand j'avais 12 ans, là, j'ai décidé à 12 ans de devenir auteur de bande dessinée. Là, c'était ça, mon choix de métier, là, dans la vie, là, c'était de devenir auteur de bande dessinée, mais ça, j'ai décidé ça à l'âge de 12 ans. Fait que, c'est ça, c'était vraiment mon refuge de la bande dessinée. Puis j'ai commencé à publier mes premières bandes dessinées au secondaire, là, en secondaire 3 ou 4, là. J'avais commencé à publier mes premières bandes dessinées, tu sais, dans le journal étudiant de l'école. Est-ce que pour toi, de t'exprimer par la bande dessinée, c'était une façon de... Parce que tu as dit tantôt que quand on t'intimidait à cause de ton bégaiement, tu pouvais pas vraiment répondre parce que justement, on se moquait de ta parole, fait que tu voulais pas répondre par ta parole. Est-ce que de t'exprimer par la bande dessinée, c'était une façon de prendre ta place dans le monde, mais sans te mettre à risque, tu sais? Clairement. C'est clairement ça. Même que, tu sais, la bande dessinée, tu sais, là, aujourd'hui, maintenant que ça fait 15 ans que je fais de la bande dessinée à temps plein, puis que je suis professionnel, je me rends compte à quel point c'est dur de faire de la bande dessinée, à quel point le métier de la bande dessinée est dur. Mais quand j'étais enfant puis que je faisais de la bande dessinée, je trouvais ça facile. Parce que pour moi, faire de la bande dessinée a toujours été plus facile que parler. Mm-hmm. Parler, ça a toujours été une lutte pour moi toute ma vie. Puis la bande dessinée, pour moi, c'était facile. C'était facile de prendre une feuille de papier, mon crayon, puis tracer des cases, des bulles, puis dessiner des personnages, puis raconter des histoires avec le langage de la bande dessinée. C'était facile pour moi comparé à parler. On me voit pas maintenant, là, mais je hoche la tête à tes propos parce que je te comprends tellement. En fait, ça me fait vraiment penser à mon enfance, moi aussi. Parler quand j'étais enfant, c'était une lutte aussi. J'avais tout le temps peur de décevoir mes parents quand j'avais des moments de bégaiement. J'avais peur de décevoir mes profs, tout le monde, peur qu'on se moque de moi. Puis j'écrivais beaucoup, pas des bandes dessinées, mais des romans. Genre à 8-10 ans, tu sais. Puis j'écrivais des romans sur la dactylographie de mon père, qui était notaire, puis qui avait plusieurs
dactylographie à la maison, même si c'était déjà vieux à cette époque, dans les années 2000. Puis bref, je me disais, dans ma tête de petite fille, je parle pas bien, mais j'écris bien puis ça compense. Fait que quand j'écrivais, on me félicitait parce que j'écrivais bien, c'était beau, il y avait pas de fautes, c'était des belles phrases. Par rapport aux autres enfants de mon âge, j'écrivais... mes compétences en écriture étaient plus hautes. Mais je me disais, une chance que j'écris bien parce que ça compense, parce que je parle pas bien, tu sais. Fait que bref, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, là. Mais ton père était notaire, Geneviève? Ouais, notaire. Mais le mien aussi. Ah ouais! C'est donc ben drôle! OK. Peut-être qu'ils se sont connus, mais mon père pratiquait à Gatineau quand j'étais petite, là, mais il a fait ses études à Montréal. OK. Toi? Moi, mon père, il a étudié à Québec, puis il a pratiqué à Rimouski après. Bon, peut-être qu'ils se connaissaient pas, mais c'est quand même très drôle. Tu m'as déjà dit que ce que tu as vécu dans ton enfance et ton adolescence, et on comprend bien pourquoi, là, ça t'a amené à te refermer sur toi-même. Puis que tu as vécu une période de ta vie où tu n'avais pas envie de sortir, voir des gens. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de cette période-là. Ouais. C'est que, rendu à l'adolescence, là, avec toutes les expériences sociales négatives de lutte accumulées, à un moment donné, là, c'était rendu... c'était épuisant, là, tu sais. C'était rendu épuisant pour moi de survivre dans la société, tu sais. Puis à 16 ans, à l'âge de 16 ans, j'étais tanné, tu sais. Ça fait que j'ai vraiment fait shutdown. J'ai jeté l'éponge, puis je me suis renfermé sur moi-même, puis j'ai juste arrêté de sortir, en fait. Puis quand j'étais seul dans la maison, là, si, mettons, mes parents, là, ils étaient partis à l'extérieur, puis j'étais seul dans la maison, si le téléphone sonnait, je répondais pas. J'évitais, à 16 ans, là, j'évitais le plus possible, j'évitais toutes les situations où j'avais besoin de parler. Donc, si le téléphone sonnait, je répondais pas. Puis, j'ai fait ça, moi aussi. Ouais. Ouais. Okay. Puis, tu sais, mais tout ça, c'était ultra anxiogène, tu sais. Tu sais, je me rappelle très bien, là, quand j'avais 16 ans, puis j'étais tout seul dans la maison, puis le téléphone sonnait, j'écoutais la sonnerie, là, j'écoutais la sonnerie du téléphone, puis je me disais dans ma tête, est-ce que je vais répondre ou est-ce que je réponds pas? Puis juste cette hésitation-là, l'hésitation de je réponds-tu ou je réponds-tu pas, et ça me faisait angoisser, c'était ultra anxiogène, là. Puis des fois, ça m'arrivait de répondre, puis je répondais au téléphone, puis si, mettons, c'était quelqu'un qui voulait parler à mon père, ben, j'avais de la difficulté à juste dire oui. J'étais pas capable de dire oui, juste oui. Tu sais, ça fait que là, le bégaiement, puis l'anxiété, puis tout ça, c'était rendu à ce niveau-là, là. De ce que tu dis, je pense que tu évitais beaucoup. Puis quand on évite, ça nourrit le cercle vicieux de l'évitement. C'est-à-dire, à chaque fois que tu évitais, tu te disais probablement dans ta tête, ouf, une chance que j'ai pas répondu parce que j'aurais bégayé puis ça aurait été atroce. Puis là, ce même discours-là recommence à chaque fois que le téléphone sonne puis on répond pas. Puis c'est pour ça que c'est important de... Mais tu sais, quand on sent qu'on a la force puis qu'on est prêt, là, mais de faire face à ces situations-là, travailler sur nos pensées pour pas tomber dans ce cercle-là. Je pense que quand on bégaye, c'est un exercice à faire à tous les jours, là. Je me rends compte moi-même que
sais, des fois, je réponds au téléphone, puis juste dire « Allô », je sens que je vais bégayer. Puis maintenant, tu sais, j'ai le réflexe de dire « OK, il faut que je réponde pareil, là, parce que sinon, je vais avoir peur la prochaine fois. » Fait que là, je réponds, puis je bégaye, mais après ça, je me dis « OK, ben t'as répondu, bravo. » Puis c'est cute quand tu bégayes. Tu sais, comme je me force à avoir des pensées qui sont positives parce que consciemment, je sais que je veux pas tomber dans ce cercle-là. Mais à 16 ans, tu sais, on n'a pas les capacités de se dire ça ou... Je pense que quand on est adolescent, on cherche beaucoup à plaire aussi puis à fitter dans ce que la société attend de nous. C'est très dur de sortir de la norme à cet âge-là. Puis c'est normal là, que t'aies réagi de cette façon-là. Puis en fait, à cet âge-là, j'étais pareil comme toi. Ça me fait vraiment penser encore au documentaire When I Stutter. Il y a une autre personne qui fait un témoignage puis disait qu'à 18 ans, il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il parlait, qu'il décevait tout le monde. Puis il a juste décidé de plus parler, tu sais. Mm-hmm. Il a juste décidé de... C'est ça, de cesser de parler parce que, justement, c'était trop dur pour lui de pas correspondre à ce qu'on attendait de lui. Puis il dit que c'est là que la dépression a commencé pour lui, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle aussi que à 16 ans, quand j'allais à l'école, là, ben, il y avait des gens qui me disaient, tu sais, des confrères et des consorts de classe, là, ils me disaient, t'es bien bête, toi, t'es bien frustré, toi. Tu sais, ils me disaient ça à moi, parce que effectivement, tu sais, je devais avoir l'air bête. Je disais, tu sais, je me voyais pas de l'extérieur, tu sais, j'étais à l'intérieur de moi, je suis dans mon corps, je suis dans ma tête. Mais tu sais, vu de l'extérieur, peut-être que, tu sais, je devais avoir l'air d'un gars frustré, mais j'étais un gars frustré aussi. Tu sais, à cause de tout ça, les réactions négatives que provoque mon bégaiement dans la société, ça a généré beaucoup de colère en moi. De peur, de colère, de tristesse, d'incompréhension, de frustration. D'être tout le temps jugé, d'être tout le temps critiqué, puis d'être tout le temps jugé. Mm-hmm. Comment est-ce que tu t'es sorti de cette période-là d'isolement? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à 18 ans, là, j'avais passé 2 ans dans cet isolement-là, puis je me suis dit, hey, mais je peux pas vivre le reste de ma vie comme ça, tu sais, c'est pas une vie, ça, tu sais, c'est pas la vie, ça. Fait que là, ça m'inquiétait. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, tu sais, je peux pas passer le reste de ma vie comme ça. Ça fait que là, j'ai décidé de me prendre en main, là, tu sais, j'ai décidé comme, entre autres choses, là, je me rappelle que j'avais décidé d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, parce que tout ça, ça l'avait créé une dépendance aux jeux vidéo, tu sais, parce que je faisais juste ça, tu sais, j'étais vraiment rendu bon aux jeux vidéo. Je suis sûr que j'aurais gagné des compétitions de jeux vidéo, mais j'ai jamais participé à des compétitions de jeux vidéo parce que j'ai jamais eu envie de m'inscrire parce que faut parler pour s'inscrire, tu sais. Donc, tu sais, j'ai fait du karaté. J'ai fait du karaté pendant 20 ans. Mais à l'adolescence, je voulais en faire du karaté, mais j'en faisais pas parce que faut parler pour s'inscrire au cours de karaté. Faut aller au cours, faut dire bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Bérubé, je voudrais m'inscrire au cours de karaté, tu sais. Mais ça, à l'adolescence, j'avais trop peur, tu sais. Puis donc c'est ça. Donc j'ai décidé d'arrêter de jouer aux jeux vidéo puis à 18 ans, puis j'ai décidé d'aller voir une psychologue, mais là de mon propre gré, là c'était moi, tu sais, c'était pas mes parents là qui décidaient.
C'était moi qui décidais. Je prenais la décision. Moi, Jean-Sébastien, d'aller voir une psychologue. Puis j'étais allé voir une psychologue. Puis même si même si elle n'était pas une spécialiste du bégaiement, le fait est que elle m'a écouté parler, puis elle a écouté mon intériorité, puis elle m'a encouragé à sortir, puis à être qui je suis, là, tu sais. À exister. Elle m'a encouragé à exister. Tu sais, Jean-Sébastien, t'as le droit d'exister. Fait que là, j'ai recommencé à sortir. Puis, tu sais, j'ai entrepris des moyens pour finir mon secondaire parce que moi, à 19 ans, là, j'avais pas encore fini mon secondaire. Fait que là, j'ai fini mon secondaire 5 à 19 ans, entre autres avec des cours privés le samedi matin. Ça, c'était une idée de mon père, de m'inscrire à des cours privés pour que je puisse finir mon secondaire. C'est comme ça que je suis retourné dans le monde, puis que là, j'ai décidé de m'inscrire au karaté. C'est comme si à 18 ans, là, c'est comme si du jour au lendemain, là, je décidais de naître. Puis que là, dans le fond, ça suffit de rester dans le sous-sol chez moi. Ça suffit. C'est comme si là, du jour au lendemain, j'avais décidé ça. Puis j'ai décidé comme genre j'ai décidé d'exister. Fait que c'est ça. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. J'étais allé voir une psy. Je me suis inscrit au karaté. Puis j'étais allé au cégep en arts plastiques. Est-ce que c'est dans cette période-là que tu as voyagé au Tibet? Ce que tu racontes dans comment je ne suis pas devenue moine? Non, ça, c'est plus tard. En fait, là, à partir de 18 ans, ce que je te raconte, ça a vraiment été... Tu sais, je me suis pas jeté dans la fosse au lion du jour au lendemain, là. Ça a vraiment été progressif, là, étape par étape. Tu sais, tu sais, il a fallu que je me bâtisse une confiance en moi que j'avais jamais eue, tu sais. Puis tout ça s'est fait petit pas par petit pas, une étape à la fois. Puis j'ai commencé à voyager à 20 ans, en fait. Là, à 20 ans, j'ai commencé à aller dans les temples bouddhistes au Québec parce que j'avais découvert le bouddhisme à l'âge de 12 ans. Là. J'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme à l'âge de 12 ans parce que je me disais que le bouddhisme, ça pouvait... la philosophie bouddhiste, que je voyais ça comme une philosophie, là, une philosophie de vie, pouvait m'aider à guérir de ma souffrance. C'est comme ça que je voyais le bouddhisme à l'âge de 12 ans, tu sais. Puis, le bouddhisme m'a aidé à traverser des épreuves de la vie. Ça, c'est indéniable. Puis à accepter les choses telles qu'elles sont. Dans Comment je ne suis pas devenue moine, qui est une de tes bandes dessinées autobiographiques, tu racontes que tu es partie au Tibet, que tu as voyagé là et tu as fait une immersion dans la vie des moines tibétains. Comment est-ce que cette expérience de voyage et de vie avec les moines, ça l'a joué sur ta relation avec ton bégaiement? Ben, ce que j'ai trouvé intéressant avec le voyage et le bégaiement, c'est le fait que, dans le fond, je me suis rendu compte que quand tu es en voyage,
tu peux pas éviter les situations où t'as besoin de parler. T'es obligé, en fait. T'es obligé de parler tout le temps pour survivre, tu sais. Là, tu sais, quand t'es en voyage, là, c'est une question de survie, là. Tu dois prendre l'avion ou prendre un transport, l'autobus, ou tu dois trouver un hôtel ou une auberge ou loger. Tu dois aller dans les restaurants pour manger. Donc là, t'as pas le choix, là, quand t'es en voyage. C'est ça. Tu peux pas. C'est que il y a pas d'échappatoire, en fait. Tu peux pas échapper aux situations où tu vas devoir parler pour vivre. Puis le voyage, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment la débrouillardise. Ça m'a appris à me débrouiller, en fait. Ça m'a appris à me débrouiller, puis ça m'a montré que j'étais capable aussi de le faire. Ça m'a montré que j'étais capable de dealer avec la vie, avec des situations à ma manière, hein, tu sais. J'ai toujours voyagé seul aussi. Ça, c'est un truc qui est propre à moi, là, c'est que j'ai toujours voyagé seul. Puis, parce que ça donne comme ça, là. Tu sais, quand je voyage seul, je voyage à mon propre rythme, tu sais. Je fais les choses à mon propre rythme. Puis, donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, à gagner une confiance en moi. Puis, au Népal puis au Tibet, ben là, c'est ça, là. Dans le milieu bouddhiste tibétain, ben, par rapport à mon bégaiement, ça a été particulier et décevant parce que les moines tibétains, ils ont remarqué que je bégaye, puis ils m'ont dit hey, Jean-Sébastien, on a remarqué que tu bégayes, là. J'ai dit oui, puis ils m'ont demandé si ça me dérangeait. Fait que là, j'ai répondu oui, parce que effectivement, là, tu sais, le bégaiement m'a toujours dérangé. Puis les moines tibétains, ils m'ont demandé si je voulais guérir. Fait que là, j'ai dit oui. Tu sais, j'avais 26 ans, hein, faut préciser, là. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Quand j'étais là-bas, puis que les moines tibétains m'ont dit ça, j'avais 26 ans. Fait que là, j'ai répondu oui. J'ai répondu oui à toutes leurs questions. Puis, ils m'ont dit que le grand maître, là, que je connaissais, là, que j'avais déjà rencontré dans le monastère à Katmandou, qui avait des pouvoirs qui dépassaient l'entendement puis qui pouvaient m'exorciser, me guérir du bégaiement. Je dis exorciser parce que j'ai pas mentionné que les moines tibétains, ils ont dit que je bégaye parce que j'étais possédé par un mauvais esprit. Ils m'ont dit que mon bégaiement c'était causé par une entité maléfique au-dessus de ma tête qui luttait avec mon esprit. Wow. Puis que dans le fond, c'est le combat entre l'entité maléfique et mon esprit qui causait le bégaiement. Et que... C'est fou, hein, quand on dit que le bégaiement se vit mieux dans certaines cultures ou certains pays. Si on était... En tout cas, de grandir, mettons, avec la conception qu'on est possédé par un esprit ou... Bref, ça doit pas être très positif. Je suis juste en train de réfléchir à ça. Ouais, non, effectivement. Fait que là, moi, mais tu sais, tu vois, tout le long que j'entendais ça, ben, tu sais, j'étais pas vraiment surpris parce que, tu sais, toute ma vie, on me dit que mon bégaiement était pas correct. Tu sais,
toute ma vie, on me dit que mon bégaiement était un problème. Tu sais, ma mère me l'a dit, mon père me l'a dit, les psychologues me l'ont dit. Tu sais, une fois, j'ai vu une psy à Rimouski qui me disait que mon bégaiement était de la colère refoulée. J'ai entendu ça, moi aussi. fait que là, ouais. Toutes ces idées-là sur le bégaiement, ben, tu sais, je les avais entendues toute ma vie depuis que je suis tout petit. Ça fait que, tu sais, que des moines tibétains arrivent puis qu'ils me disent que mon bégaiement est causé par un mauvais esprit, ben, j'étais comme, ben ouais, tu sais, ça va dans la continuité de tout ce que je me suis fait dire dans ma vie. Fait que là, j'ai dit oui, ok, allons voir le grand maître, puis voyons qu'est-ce qu'il va faire, tu sais. Puis là, les moines tibétains, ils m'avaient dit, oui, mais Jean-Sébastien, pour que ça fonctionne, il faut que tu y crois. Fait que là, OK, ça fait que là, il disait, le grand maître a des grands pouvoirs, des pouvoirs qui dépassent l'entendement, mais pour que ça fonctionne, il faut que tu y crois. Fait que là, les moines tibétains, c'est ça qu'ils m'ont dit. Fait que moi, j'ai dit oui. Puis tu sais, tout le long dans ma tête, je me disais, mais je crois pas vraiment à ça, moi. Puis tu sais, en fait, là, tu sais, j'étais confus. J'étais confus, je doutais. Puis en plus, je vivais chez ces gens-là, tu sais. Ça fait que, tu sais, ça faisait 2 mois. Ça faisait 2 mois que je vivais chez ces gens-là, puis que j'étais plongé dans cette culture-là. Puis je suis allé voir le grand maître, puis avec toute, tu sais, ma confusion, puis mes doutes, puis parce que, tu sais, je suis pas croyant, en fait, là. Fait que je suis allé voir le grand maître comme ça, tu sais. Finalement, le grand maître, il me dit, répète après moi. Puis là, il me dit, il me récite un mantra, là, un mantra bouddhiste. Il me dit, répète après moi, Om Marapasa Anadi. Fait que là, moi, je répète, Om Marapasa Anadi. Puis là, le grand maître, il dit, Om Marapasa Anadi, Om Marapasa Anadi. Fait que là, moi, je répète, tu sais, Om Marapasa Anadi, Om Marapasa Anadi, Om Marapasa Anadi, tu sais. Puis là, le grand maître, il me dit, voilà, à partir de maintenant, tu sais, wow. il me dit, voilà, à partir de maintenant, récite ce mantra à tous les matins en te levant et ton bégaiement va disparaître. Est-ce que tu as fait ça tous les matins? Ouais, j'ai fait le mantra Om Marapasa Anadi. Je l'ai récité à tous les jours pendant 6 mois, je pense. Jusqu'à ce que à un moment donné, ben j'ai décidé d'arrêter de faire. Tu sais, je me rappelle, là, je faisais du pouce. Parce que quand je suis revenu au Québec, dans ma tête, j'avais pas fini de voyager, tu sais, c'était comme pas assez pour moi, tu sais, fait que je suis parti en Colombie-Britannique sur le pouce. Je suis parti de Rimouski pour aller en Colombie-Britannique sur le pouce, puis pendant tout le temps, là, je faisais du pouce, là, ben, je récitais le mantra Om Marapasa Anadi, Om Marapasa Anadi, tout le temps, là, quand je faisais du pouce. Puis, est-ce que c'était pour te rassurer? Ouais, peut-être. J'avais mon chapelet dans le cou, là, pis tout ça, là, pis... Peut-être. Je sais pas, tu sais, mais... C'était une drôle de passe, là. C'était un drôle de moment dans ma vie, là, tout ça, là. Mais finalement, éventuellement, j'ai arrêté, là. J'ai arrêté de réciter ce mantra-là. Je sais pas, là. C'était comme un placebo, genre, là. Je sais pas trop. Tu m'as déjà dit que depuis que tu as découvert l'association Bégaiement Communication, l'ABC, puis là, c'est pas pour nous faire de la pub, là, c'est juste parce que je trouve que c'est intéressant. Depuis que tu nous as découvert, tu as dit que ton discours sur le bégaiement, que ton discours intérieur sur le bégaiement a changé. J'aimerais que tu nous en parles aussi un peu. Ouais, ben dans le fond, quand j'ai découvert l'ABC, puis que j'ai entendu... tout ce que les intervenants à l'ABC
raconte ou explique sur le bégaiement d'un point de vue sociologique et scientifique. Quand j'ai entendu toutes ces informations-là que j'avais jamais entendues avant, il y a des choses là-dedans qui m'ont vraiment secoué, frappé. Même que, je sais pas si je te l'avais dit, je te l'avais peut-être jamais dit, mais tu sais, quand j'ai découvert l'ABC, j'ai pleuré pendant des jours, là, après, à cause de tout. Je te l'avais pas dit, hein. Je le savais pas, non? Ouais. Tu sais, quand on s'est rencontrés, puis il y avait c'est comment ça s'appelle dans l'événement où on s'est rencontrés? Notre journée rencontre? Ouais, la journée rencontre là, au mois d'octobre, là. Ouais, je vais le décrire brièvement pour les auditeurs et auditrices qui connaissent pas ça. L'ABC, à peu près autour du 22 octobre chaque année, parce que le 22 octobre, c'est la journée internationale de sensibilisation au bégaiement. On organise une journée avec des conférences, ateliers pour les personnes qui bégayent. Et il y a souvent une conférence d'un ou d'une orthophoniste, des témoignages de personnes qui bégayent, des ateliers, comme j'ai dit. Puis, c'est ça. Donc, je vais mettre un lien dans la description de la journée rencontre 2020, parce que c'était la dernière. Ben, la plus récente, pour vous donner une petite idée de ce que ça a l'air. Puis pour la prochaine, mais ça aura lieu autour du 22 octobre 2021, donc restez à l'affût. Ouais. Continuons. Ben, pendant la journée rencontre, tu sais, c'était sur Zoom, puis vu qu'on était tous sur Zoom, ça paraissait probablement pas, mais je pleurais, tu sais. Quand j'étais dans la journée rencontre, puis que j'écoutais les témoignages, il y avait l'avocate Isabelle Trudeau, puis après ça, on a vu le documentaire When I Stutter. Puis bon, tu sais, des gens intervenaient, puis c'était convivial, puis moi, j'avais partagé, j'avais témoigné de mon vécu aussi durant la journée rencontre. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que durant cette journée-là, je pleurais là, sur Zoom, là, parce que, tu sais, j'ai dit à un de mes meilleurs amis, j'y raconté ça après. Puis j'ai dit, tu sais, quand je suis arrivé à l'ABC, je me sentais comme quelqu'un qui rentrait de la guerre. Tu sais. Wow. Tu sais, je me sentais comme un soldat qui était parti à la guerre pendant des années, genre, puis que là, il rentrait, il revenait de la guerre, puis il déposait ses armes. Puis, genre, c'est ça, genre, il revenait de la guerre, il déposait ses armes, puis il était couvert de cicatrices de blessures de guerre, tu sais. Quand je suis arrivé à l'ABC, je me sentais comme ça. C'est vraiment beau, ce que tu dis. Est-ce que t'as dit que l'ABC, tu pouvais déposer tes armes? Est-ce que Ben, j'aimerais que tu développes cette métaphore-là. Je veux pas mettre des mots dans ta bouche. Ben, tu sais, c'est... Dans le fond, là, ce qui me frappait profondément à l'ABC, c'est que là, j'avais passé toute ma vie... C'est comme si j'avais passé toute ma vie à lutter contre la société, contre les préjugés, les idées préconçues, les fausses croyances, le capacitisme, puis un mot que j'ai inventé, puis je suis assez content, en tout cas, d'avoir inventé ce mot-là, la bégophobie.
Ah, j'adore, bégophobie, C'est ouais. ça. C'est comme si, tu sais... Je vais te le voler, ce mot. Ok, c'est bon. Mais tu sais, c'est comme si j'avais passé ma vie à lutter contre ça, puis que là, j'arrive dans un endroit à l'ABC où tout le monde ont vécu des choses, des expériences similaires aux miennes, puis où tout le monde comprend exactement de quoi je parle. Parce que quand j'ai partagé mon vécu à l'ABC, à la journée rencontre, quand j'ai témoigné, puis que j'ai partagé mon vécu, j'ai senti que les gens y accordaient une importance à mon vécu. J'ai senti que les gens reconnaissaient que ce que j'avais vécu était valide et qui donc ils reconnaissaient mon vécu et qui ne le niaient pas et ne le banalisaient pas. Puis ça me fait pleurer. Ça me fait penser ce que tu dis. J'écoute un podcast qui s'appelle Tout ou Pantoute. Je vais le mettre dans la description aussi. Puis, c'est féministe, queer, puis il parle beaucoup de la notion de safe space. Mm-hmm. Puis en les écoutant, je me rends compte comment le bégaiement, c'est au cœur de luttes intersectionnelles. Puis parce qu'il disait, un safe space, c'est un endroit où t'arrives, puis avant d'arriver dans un safe space, tu sais, t'es dans la société, puis ben quand t'es victime de discrimination ou t'es marginalisé pour une raison ou pour une autre, ou t'es stigmatisé, tu te sens tout seul. Mm-hmm. À la limite, tu penses que t'es fou, là, que c'est ta faute, ce que tu vis. Tu individualises ton problème beaucoup. Puis elle disait que la force dans un safe space, c'est rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes expériences que toi, c'est ce que tu viens de dire, là, qui valident ce que tu as vécu. Puis c'est en étant entre nous, entre guillemets, là, qu'on peut pas voir parce que c'est un podcast, c'est en étant entre nous que la force du nombre fait que on devient une force sociale et politique. Puis les revendications naissent dans les safe space souvent, tu sais, que les safe space, c'est comme un oasis pour se rencontrer, se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, que c'est pas notre faute, que... Bref, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant longtemps. J'aimerais qu'on parle de tes bandes dessinées. T'as choisi d'inclure, comme je disais tantôt, là, dans Comment je ne suis pas devenue moine et dans Vers la tempête, où tu racontes ce que tu as vécu par rapport à ton voyage au Tibet, puis dans Vers la tempête par rapport aux difficultés dans ta famille. Vu que c'est autobiographique, t'as choisi d'inclure ton bégaiement dans ton personnage. Est-ce que ce choix-là était présent dès ta première idée de cette bande dessinée-là, ou c'est venu plus tard, ou... Dans le fond, comment est-ce que cette idée-là t'est venue? Ben, tu sais, aujourd'hui, avec le recul, ce que je trouve de complètement fou avec l'idée de mettre mon bégaiement dans mes bandes dessinées autobiographiques, c'est le fait que mon idée de départ, c'était de pas le mettre parce que, tu sais, le bégaiement... Tu sais, je reviens au mot, là, la bégophobie. Ben, ça, c'est un autre truc que je me suis rendu compte depuis que je fais partie de l'ABC, c'est à quel point j'ai de la bégophobie internalisée moi-même. Oh wow! Oui, je comprends tellement ce que tu veux dire, puis c'est un point très important à aborder. C'est ça, puis c'est vraiment en arrivant à l'ABC, puis en rencontrant les autres membres de l'ABC comme toi, puis d'autres
gens que je me suis rendu compte de ça, que j'avais moi-même de la bégophobie internalisée. Puis, le fait est que quand j'ai commencé à écrire l'histoire de comment je ne suis pas devenu moine, au début, c'était pas autobiographique, c'était autofictionnel. Donc, je racontais une fiction basée sur mon expérience de vie, tu sais. Donc, c'était l'histoire d'un jeune homme blanc qui part à Katmandou, tu sais. Il s'appelle pas Jean-Sébastien. Il s'appelait Michael au début, puis j'avais même eu une bourse du Conseil des Arts pour faire cette bande dessinée-là. Mais finalement, je l'ai faite Comment je ne suis pas devenu moine avec la bourse, tu sais, ce qui est une bonne chose. Mais donc, au début, là, Michael, donc ce personnage fictif avec les cheveux longs, il s'en va à Katmandou, bon, chez les moines tibétains, puis ce personnage-là, il bégaye pas. Parce que, à ce moment-là, là, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de comment je ne suis pas devenu moine, c'était inconcevable pour moi de montrer le bégaiement en bande dessinée, tu sais. Je me disais, je peux pas faire ça parce que j'ai honte. Je montrerai pas le bégaiement parce que j'ai honte de ça, puis que moi-même, le bégaiement, j'aime pas ça, puis je trouve pas ça beau. C'est ça que je me disais, là, à ce moment-là. En toute honnêteté, en toute transparence, je me disais, le bégaiement, j'en ai honte, j'aime pas ça, je trouve pas ça beau, fait que je le mettrais pas dans ma bande dessinée. Puis je parlais avec mon ancien professeur de bande dessinée et mentor qui s'appelle Jean-Louis Tripp, qui est un Français, qui est un auteur de bande dessinée super connu, là, qui a fait la série Magasin Général avec Régis Loisel. Puis Jean-Louis, il me dit mais tu sais, Jean-Sébastien, si tu veux faire Comment je ne suis pas devenu moine, il dit, moi, je pense que tu devrais y aller autobiographique à fond, genre 100% autobiographique, parce qu'il dit, ça va être plus sincère, ça va toucher les gens. Il y a plus de potentiel. Jean-Louis, il m'avait dit, il y a plus de potentiel que ça touche les gens, puis que ça ait plus de succès si tu y vas 100% autobiographique, puis si tu y vas avec la sincérité. Il dit, Jean-Louis m'avait dit, raconte ton histoire le plus simplement et le plus sincèrement possible. Et c'est ce que j'ai décidé de faire après. Donc, j'ai jeté le premier scénario que j'avais écrit. Puis j'en ai écrit un autre dans lequel c'est Jean-Sébastien qui bégaye puis qui s'en va à Katmandou. Puis en plus, là, si j'avais pas mis le bégaiement là, dans ma bande dessinée, mais j'aurais pas pu raconter l'histoire des moines tibétains, l'affaire de mauvais esprit, là. J'aurais pas pu raconter ça. C'est affecté, finalement. Mais tu vois, là, quand j'ai fait Comment je ne suis pas devenu moine, tu l'as lu, tu vas savoir de quoi je parle. C'est que tout le long de la bande dessinée, là, on voit le personnage de Jean-Sébastien qui bégaye, mais jamais on en parle, jamais on parle du bégaiement jusqu'à la page, je sais plus combien, mais tu sais, c'est comme, je pense que ça prend plus que la moitié du livre avant que là, on se mette à parler du bégaiement. Puis, tu vois, c'était encore une résistance de ma part
à aborder le bégaiement de front. Tu sais, dans Comment je ne suis pas devenu moine, puis dans Vers la tempête, j'aborde le bégaiement par la bande. Puis que là, c'est pour ça que là, j'ai décidé que ma prochaine bande dessinée allait être une bande dessinée entièrement sur le bégaiement, parce que je me rends compte que, tu vois, au début, là, je voulais pas mettre le bégaiement en bande dessinée parce que je trouvais pas ça beau, puis j'avais honte de tout ça. Après ça, j'ai décidé de le mettre dans Comment je ne suis pas devenu moine, mais tu vois, je l'ai mis à petite dose, là, si on veut, là, par la bande, puis que ça a pris du temps dans Comment je ne suis pas devenu moine avant que finalement on finisse par en parler pour vrai, tu sais. Puis après ça, dans Vers la tempête, j'en ai montré un petit peu plus dans les scènes de flashback de mes souvenirs d'enfance, mais encore là, on n'aborde pas ce sujet-là de front, tu sais. Donc tout ça, là, c'est comme un processus, c'est un processus d'acceptation, puis c'est un processus de réalisation, dans le sens arrêter de me cacher, arrêter d'avoir honte du bégaiement, arrêter de le cacher. Comment je vois ça, c'est ton bégaiement existe. Fait que c'est de le laisser exister dans la bande dessinée. Je pense qu'un des combats les plus communs chez les personnes qui bégayent, c'est que le bégaiement existe, est présent, mais on veut pas qu'il soit là. Mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc c'est ça. Le bégaiement existe, mais je voulais pas qu'il soit là, comme tu as dit. Puis c'est pour ça que ma prochaine bande dessinée sur le bégaiement que je veux faire, ben là, je veux vraiment le regarder en face. Mais là, ça va être un travail de faire ça, là. Ça va être confrontant. Parce que, tu sais, ça fait plusieurs semaines, là, que j'ai commencé à écrire pour cette bande dessinée-là. Puis je me rends compte à quel point j'ai tellement, tu sais, j'ai passé la majorité de ma vie à pas vouloir le voir. C'est ça, j'ai passé la majorité de ma vie à pas vouloir le voir. Puis je me rends compte que aïe, ça va être un travail pour moi en tant qu'auteur de bande dessinée, mais aussi en tant que personne big. Ça va être un travail pour moi, faire cette bande dessinée-là, d'apprendre à regarder le bégaiement en face, puis à le regarder de tous les angles, pour vraiment le décortiquer, pour pouvoir le montrer de façon réaliste, juste, intéressante et instructive, et pour la sensibilisation puis la démystification et la normalisation du bégaiement. Pour arriver à faire ça dans ma bande dessinée, là, pour les gens qui vont la lire, je me rends compte que ça va être un travail pour moi de faire ça, tu sais. Je pense que cette expérience-là, comme tu dis, va probablement pas être simple, pas être facile, mais pour toi, ça va être une expérience tellement riche. Puis pour nous, qui vont te lire, c'est un cadeau que tu nous fais. Parce que justement, ça va... Tu sais, il y a tellement de gens qui te lisent, ça va faire en sorte que le bégaiement va être une réalité plus connue. On t'invite à des médias importants à parler de Vers la tempête, qui est ta bande dessinée la plus récente. Puis je suis convaincue que pour ta BD sur le bégaiement, ça va être la même chose. Donc, ça va apporter le bégaiement comme sujet à des médias importants. Puis je suis absolument certaine que la manière que tu vas décrire le bégaiement dans ta bande dessinée, ça va être
normalisant, ça va être apporté super bien pour comprendre notre réalité. Donc, j'ai vraiment confiance en tes talents. Et je sais pas si nos auditeurs et auditrices ont déjà lu tes bandes dessinées, mais tu dessines magnifiquement bien, là. Donc, je suis certaine que le bégaiement, autant au niveau du propos que de la représentation visuelle, ça va être extrêmement bien représenté. Même que tu m'avais dit que tu avais des compliments dans Vers la tempête où tu parles du karaté. Il y a un BDiste connu, je sais pas si c'est Jean-Louis Tripp, tu m'avais dit, qui t'a dit que tes dessins représentaient... non, c'est pas Jean-Louis Tripp, c'est Michel Rabagliati. Michel Rabagliati, c'est l'auteur de la série Paul, en fait. Comme comme Paul à Québec? Oui, c'est ça, c'est lui. C'est lui, oui, en fait. Okay. C'est Michel Rabagliati qui m'a écrit pour me dire qu'il avait lu Vers la tempête, qu'il avait beaucoup aimé ça, puis qui me dit, entre autres, que ça prenait juste un gars qui a fait du karaté pour dessiner des scènes de karaté comme ça, tu sais. Ouais, c'est extrêmement bien fait, là. On peut sentir les mouvements dans tes dessins, là. Bref, t'as un talent comme auteur, comme dessinateur, puis le propos sur le bégaiement, c'est quelque chose que tu connais tellement bien, que tu as vécu. Je suis absolument certaine que ça va être excellent. Mais là, je veux pas mettre de la pression, là, c'est tout à fait sincère, puis j'ai aucun doute que de toutes les formes possibles que ta BD va pouvoir prendre, ça va être excellent. Mais merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Geneviève. Ça me touche beaucoup, tous ces beaux compliments que tu me fais, mais non, effectivement, t'as pas besoin de me mettre de pression parce que la personne qui me met le plus de pression, c'est moi-même. Je pense que les grands artistes mettent beaucoup de pression eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est un bon signe, probablement. Dans combien d'années ou de temps tu penses que ta bande dessinée sur le bégaiement pourra naître? Hey, je le sais pas. J'aimerais ça qu'elle sorte dans 3 ans, là, tu sais, mais... Parce que ça me prend environ... Tu sais, tu vois, j'ai fait Comment je ne suis pas devenu moine, puis Vers la tempête, puis les 2 bandes dessinées m'ont pris à peu près 3 ans et demi chacune à faire. Fait que ma bande dessinée sur le bégaiement, ouais, je pense qu'elle pourrait peut-être sortir dans... peut-être plus dans 4 ans, peut-être, je sais pas. Tu sais, j'en ai aucune idée. Tu sais, je sais pas encore si je vais la faire en couleur ou en noir et blanc. Je le sais pas, là. Tu sais, en ce moment, je suis vraiment dans l'écriture. Là, je suis en train de lire le livre en anglais Stammering Pride and Prejudice, qu'on pourrait traduire par bégaiement, fierté et préjugés. Donc, en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, puis je prends des notes, puis je réfléchis aussi à qu'est-ce que je vais raconter dans cette bande dessinée-là. Là, je pense que j'ai trouvé le début puis la fin, là. Fait que ça c'est bon signe. Mais c'est ça. En tout cas, mais tu sais, je suis vraiment au début, là. On a très, très hâte de pouvoir lire ça. Puis on est chanceux que tu te consacres à ce projet. Merci. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures de ton histoire, de ta perspective. C'est tellement intéressant. Par contre, on a la limite du temps. Avant de mettre fin à notre épisode, j'aimerais te demander où on peut se procurer tes bandes dessinées. On peut les acheter dans toutes les librairies ou sur Internet, là, mais mes bandes dessinées sont vraiment en vente dans toutes les librairies francophones du monde, en fait. Ça fait que donc, c'est si simple, là. Sur leslibraires.ca, par exemple. C'est ça. Toutes les librairies au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, c'est ça.
En Afrique aussi, là. Wow! Super, ça. Je vais mettre un lien dans la description de notre épisode pour se procurer tes bandes dessinées. Encore une fois, on te remercie énormément de ton temps à cet épisode, puis de te partager aussi généreusement. Mais merci beaucoup, puis j'espère qu'on se dit à la prochaine fois. Oui, merci à toi, Geneviève. Ça m'a fait grand plaisir. À bientôt. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!